Après avoir analysé à chaud en vidéo le tirage au sort zone Afrique des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada, j'ai décidé de faire une mini-série dans laquelle j'analyse chacun des groupes en suivant le plan suivant. Tout d'abord la présentation des équipes du groupe, ensuite leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la forme du moment depuis le mois de juin 2022, dans quelle dynamique s'inscrivent ces équipes-là, et ensuite, où est-ce que les équipes vont jouer? Quelles sont les équipes de ce groupe-là qui ont un stade homologué? Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça m'aide énormément. Ça me fait super plaisir, ça m'encourage. D'autant plus qu'il y a une vidéo depuis plus d'un mois. Il y a une vidéo par jour et ça va continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me donner de la force. Et c'est parti pour l'analyse du groupe H. Les 6 équipes qui composent le groupe H sont les suivantes: la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria ainsi que Sao Tomé et Principe. Et on le constate directement encore une fois, Tunisie, Guinée équatoriale. Je ne sais pas si sur les 10 dernières années, il y a une confrontation qui se répète plus que Tunisie, Guinée équatoriale. Il y a eu des moments où on avait pas mal de Tunisie-Mali, pas mal de Maroc, Côte d'Ivoire, mais pas autant que ce Tunisie-Guinée équatoriale. Et j'en arrive à un stade où je suis plus choqué quand il n'y a pas de Tunisie, Guinée équatoriale que quand il y en a. Parce que pour moi, c'est devenu une habitude, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit en qualification à la Coupe du Monde, phase de groupe ou pas phase de groupe, que ce soit en qualification à la CAN, pour moi, il doit toujours y avoir un Tunisie, Guinée équatoriale. Et pour le reste, honnêtement, ma culture footballistique et même ma culture géographique, je ne vois pas où est-ce que les pays sont tous bien placés. Pour ceux qui restent, comme la Namibie, le Malawi, le Libéria ainsi que Sao Tomé et Principe, et même la Guinée équatoriale, je ne sais pas s'il y a réellement d'autres derbies. S'il y en a, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et voilà ce qu'il en était de la présentation de ce groupe H. La présentation étant faite, passons maintenant à l'histoire de ces équipes-là en Coupe du Monde. Et parmi les 6 équipes qui composent ce groupe H, seule une est déjà allée en Coupe du Monde. C'est bien entendu les Aigles de Carthage, la Tunisie, à 6 reprises d'ailleurs, l'une des nations africaines qui est le plus allée en Coupe du Monde. Et à noter que la Tunisie est la toute première nation africaine à avoir remporté un match en Coupe du Monde. Quid maintenant de leur histoire à l'échelle continentale en Coupe d'Afrique des Nations à la CAN? Parmi les 6 équipes qui composent ce groupe H, 5 sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations. Seul Sao Tomé et Principe n'est jamais allé en Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les 5 équipes qui sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations, seule une équipe l'a déjà remportée. C'est la même et seule équipe qui est déjà allée en Coupe du Monde, les Aigles de Carthage, la Tunisie, une fois en 2004. Et maintenant qu'on a présenté les équipes de ce groupe H, qu'on a vu leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, il est temps de passer à la partie la plus longue de la vidéo, la partie état de forme de ces équipes-là. Sur quelle dynamique s'inscrivent ces équipes-là depuis le mois de juin 2022? Je sais que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Je sais que les vérités d'il y a un an ne sont pas forcément les vérités d'aujourd'hui. Que tout peut changer, que tu peux connaître un meilleur entraîneur, que tu peux connaître une blessure grave qui t'empêchera dans les moments les plus décisifs de marquer ou de gagner ton match. Donc, comme on le sait, les qualifications durent sur 2 ans. En 2 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Ne serait-ce qu'en un match, beaucoup de choses peuvent changer. Donc c'est vrai que ce que je vais analyser, c'est pas significatif de ce qu'il se passera dans 2 ans. Mais je trouve ça tout de même intéressant de voir dans quelle dynamique s'inscrivent les équipes. Parce que j'aime bien une phrase, pour connaître le futur, il faut regarder le passé. Et je trouve plutôt intéressant quand même d'analyser la forme dans laquelle se trouvent ces équipes-là. Est-ce que c'est des équipes qui, même à domicile, ont du mal et ne sont pas une terreur pour leurs adversaires? Est-ce que c'est des équipes qui ont du mal à s'acclimater à l'extérieur, ne marquent aucun but, ont du mal face au bloc bas, etc., etc. Et commençons tout d'abord par les Aigles de Carthage de la Tunisie. Depuis le mois de juin 2022, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a Tunisie-Guinée équatoriale à domicile. La Tunisie explose la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. Une Guinée équatoriale, comme vous le savez, qui est encore une fois dans le groupe de la Tunisie, dans le cadre de ces qualifications. Ensuite, on a un match à l'extérieur de la part de la Tunisie, 0-0 contre le Botswana, match nul. Et ça, c'est indicatif d'une chose qu'on revoit très souvent chez la Tunisie, et j'en parlerai à la fin. Ensuite, on a la Tunisie dans le cadre de la Kering Cup. La Tunisie qui remporte la Kering Cup en battant le Chili déjà d'une part en demi-finale entre guillemets sur le score de 2-0 et ensuite en finale contre le pays hôte, le Japon, en remportant la compétition sur le score de 3-0. Et je trouvais que la Tunisie était dans une très très bonne dynamique à ce moment-là.
Pour moi, c'était une Tunisie qui n'avait aucun complexe. C'était une Tunisie qui jouait du football, qui jouait avec ses armes, comme je vous le dis, sans aucun complexe. Et malheureusement, on va le voir, à partir de septembre, à partir de l'année, entre guillemets, de la nouvelle saison, c'était tout autre pour moi dans les matchs un peu plus compliqués et un peu plus à risque. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la Tunisie, j'ai déjà sorti un bilan de la Tunisie de la saison 2022-2023 que je vous invite à aller regarder, où j'analyse plus en profondeur et plus en détail la saison de la Tunisie. Et je vais parfois même me répéter dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais parce qu'après on a Tunisie-Comores, dans le cadre des matchs amicaux, on a la Tunisie qui bat les Comores sur le score de 1-0, et malheureusement c'est là où pour moi le complexe a commencé contre les grosses équipes. Brésil-Tunisie, Brésil explose la Tunisie sur le score de 5-1, et c'est là où la Tunisie avait même joué avec 5 défenseurs, et j'ai senti une Tunisie qui ne jouait plus du tout avec ses armes, et une frayeur de la part de l'entraîneur Djellal Kadri. Ensuite, match amical contre l'Iran, on a la Tunisie qui bat l'Iran sur le score de 2-0. Et ensuite, on a la Coupe du Monde où pour moi, la Tunisie a joué avec un complexe comme j'ai jamais vu ça. A joué à 5 défenseurs. Contre le Danemark, c'est match nul malheureusement. Contre l'Australie, le match que la Tunisie devait impérativement gagner, c'est défaite contre l'Australie sur le score de 1-0. Et ensuite, le dernier match, un match rempli de regrets. Parce que pour moi, c'était le match où, vu que tu l'as gagné 1-0 contre la France, si tu avais gagné ton match contre l'Australie, tu aurais été en huitième de finale. Et malheureusement, les Tunisiens peuvent avoir des regrets. On revient ensuite en mars 2023 pour la Tunisie dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À domicile, 3-0 contre la Libye. À l'extérieur, 1-0, victoire 1-0 contre la Libye aussi. Et enfin, en juin 2023, on a une défaite dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à l'extérieur en Guinée équatoriale, 1-0 contre la Guinée équatoriale, et on revient dans le cadre d'un match amical en Algérie à l'extérieur et match nul 1-1 contre l'Algérie. Et donc de ce que je constate du bilan de la Tunisie depuis le mois de juin dernier, c'est d'une part deux choses à distinguer. Lorsque la Tunisie, avec Djellal Kadri bien sûr en tant qu'entraîneur, joue une équipe bien plus forte qu'elle, je sens un total complexe face à l'équipe. Déjà, les équipes ne peuvent peut-être pas être plus fortes que toi, elles sont plus fortes que toi peut-être historiquement sur le papier, des noms qui sont bien plus gros, mais sur le terrain pour moi elles ne sont pas forcément plus grandes que toi. Le Brésil, le Maroc a démontré qu'ils étaient capables de battre le Brésil, le Sénégal aussi a démontré qu'ils étaient capables de battre le Brésil. Pour moi, la Tunisie aurait pu, si elle n'avait pas joué avec ce complexe-là, faire un meilleur match contre le Brésil. Alors c'est vrai que le Brésil qui a affronté le Maroc et le Sénégal n'est pas le même Brésil qui a affronté la Tunisie. Parce que Neymar, et Dieu sait à quel point un joueur dans l'effectif peut changer toute une équipe. Ça vous le savez très bien. Un Karim Benzema, lorsqu'il était présent la saison avant-dernière avec le Real, était capable de transcender l'équipe et porter l'équipe à lui tout seul. Alors Neymar avec le Brésil, c'est un peu le même délire. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de complexes et il n'y avait pas que contre le Brésil. Il y a aussi eu cela en Coupe du Monde, contre l'Australie même, contre le Danemark et contre la France, c'était un peu moins décomplexé. Mais ça, d'une part, quand tu affrontes des grosses équipes, c'est un peu craignos pour la Tunisie parce que l'entraîneur joue avec complexe. Maintenant, sur le papier, dans le cadre de ces qualifications-là, la Tunisie ne va pas affronter des équipes qui sont sur le papier plus fortes. Mais il y a un petit truc que je souligne quand même, c'est que parfois, à l'extérieur, la Tunisie a du mal, et notamment contre les blocs bas, les équipes qui jouent full bus, full défense. Malheureusement, le fait que tu n'aies pas un bon numéro 9 fait que tu as les occasions, mais tu ne les concrétises pas. Et malheureusement, quand ça joue bloc bas, l'adversaire joue bloc bas, hyper resserré et met le bus, combiné au fait que tu auras moins d'occasions et à cela, tu ajoutes le fait que tu n'as pas un numéro 9, tu te retrouves à pas marquer énormément de buts. Maintenant, je vais vous le dire sincèrement, je ne crains pas pour la Tunisie. Parce que la Tunisie, c'est l'équipe qui a la recette gagnante. La Tunisie, c'est peut-être un match sur 6 du beau jeu, mais le reste du temps, c'est pas le jeu le plus beau, mais il y a les résultats. Sur les dernières années, sur les dernières compétitions, déjà c'est qualification à la Coupe du Monde 2018 et qualification à la Coupe du Monde 2022. On regarde en Coupe d'Afrique des Nations, quart de finale en 2017, demi-finale en 2019, 2021-2022, c'est quart de finale aussi. Finale de Coupe arabe jouée aussi. Donc la Tunisie, il y a cette recette gagnante qui leur permet aussi d'aller loin. À domicile, la Tunisie, pour moi, c'est des sans faute. On le constate ici aussi. La Tunisie se rate jamais, quasiment jamais à domicile. Et le truc maintenant, c'est à l'extérieur. Des fois, tu as l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Ça se joue lors du dernier match. Ça se joue à un détail, mais le détail est en faveur de la Tunisie parce qu'il y a l'ADN, parce qu'il y a aussi l'histoire qui joue, parce qu'il y a cette recette gagnante que je ne saurais vraiment vous expliquer, mais qui fait partie intégrante de la Tunisie. Enfin bon, passons maintenant à la Guinée équatoriale. Depuis le mois de juin 2022, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a le match forcément où ils ont pris un tarif par la Tunisie à l'extérieur sur le 4-0 qu'on a déjà vu.
On a ensuite à domicile Guinée équatoriale Libye. La Guinée équatoriale s'impose sur le score de 2-0. Ensuite on a le championnat d'Afrique des Nations. Cela ne m'intéresse pas comme vous le savez. Et en plus je crois qu'ils ne sont pas du tout qualifiés. C'est le Cameroun qui est qualifié. Ensuite on a des amicaux internationaux. On a Guinée équatoriale à domicile contre le Rwanda. Match nul 0-0. Guinée équatoriale Togo. Match nul de partout. Et ensuite on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a Guinée équatoriale Botswana, pour le coup 2-0 pour la Guinée équatoriale. Botswana, Guinée équatoriale, on a 2-3, victoire de la Guinée équatoriale. On a le Guinée équatoriale Tunisie à domicile qu'on a déjà vu, victoire de la Guinée équatoriale. Donc honnêtement de ce que je peux voir, l'état de forme il est un peu en montagne russe de la part de la Guinée équatoriale. On commence mal, puis on reste un peu mal. Et pour le coup, non, même pas en montagne russe. Je trouve qu'il est vraiment en flèche. Ça va vers le haut parce que sur leurs 3 dernières confrontations, ils sont quand même en victoire. Par contre, il y a quand même les matchs nuls qui m'intriguent. Match nul contre le Togo 2-2. Match nul contre le Rwanda 0-0. Alors que je constate quand même, si mes informations ne sont pas fausses, ils sont tout de même à domicile. Donc ça laisse quand même sceptique pour la Guinée équatoriale. Maintenant ils ont peut-être cet avantage entre guillemets contre la Tunisie d'avoir remporté leur dernier match contre eux. Maintenant je pense que la Tunisie sera tout de même revancharde et voudra absolument se venger de ce score là. D'autant plus qu'ils sont dans le même groupe et je pense que la Tunisie a forcément la pression du favori de ce groupe là. Il y a quand même une certaine pression où ils devront montrer qu'ils sont les favoris et gagner. Mais la Guinée équatoriale peut vraiment poser problème. Je ne pense pas que c'est l'équipe qui réussira à déjouer totalement la Tunisie. Ça reste à voir quand même. C'est mon impression à l'instant T aujourd'hui. Mais je pense que quand même la Tunisie devra se donner à 100% et ne pas sous-estimer cette Guinée équatoriale. Surtout qu'ils ont l'habitude de l'affronter. Et passons maintenant à la Namibie. Depuis le mois de juin dernier, juin 2022, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a Namibie-Burundi. La Namibie à domicile, match nul sur le score de 1-1. Ensuite, on a COSAFA Cup, cela ne m'intéresse pas, mais on a tout de même une victoire contre Madagascar, une victoire contre le Mozambique et ensuite une défaite contre la Zambie parce que je ne me suis pas assez renseigné, mais peut-être que l'équipe première de la Namibie est aussi composée d'une partie de joueurs qui jouaient la COSAFA Cup, auquel cas ça peut quand même être intéressant de voir ces victoires-là. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a Namibie-Cameroun. La Namibie à l'extérieur, car le Cameroun était à domicile, match nul sur le score de 1-1. Ensuite, on a la Namibie qui bat le Cameroun sur le score de 2-1 à domicile. Et la Namibie qui perd contre le Burundi à l'extérieur sur le score de 3-2. La Namibie est d'ailleurs qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, c'est dans le groupe du Cameroun, comme vous pouvez le constater. Et le Cameroun, s'ils font un faux pas contre le Burundi, pourrait être non qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, on a des matchs de COSAFA Cup. On a match nul contre l'Afrique du Sud, défaite contre l'Eswatini et enfin un match nul 0-0 contre le Botswana. Donc honnêtement, de ce que je peux voir de cette équipe de Namibie, il y a quelques petites choses qui m'alertent honnêtement parce qu'il y a quand même ces matchs contre le Cameroun. Alors peut-être que ça n'effraierait pas tout le monde. Peut-être qu'on pourrait dire c'est le Cameroun qui à ce moment-là était complètement relâché et a peut-être sous-estimé l'adversaire pour X ou Y raison et la Tunisie n'a pas à s'en faire. Mais je me dis quand même que la Namibie à domicile et même à l'extérieur, ça risque de poser quelques petits problèmes et je pense que c'est une équipe à ne pas sous-estimer et contre qui il faudra quand même jouer à 100%. Et passons maintenant à la 4e équipe de ce groupe-là, le Malawi. Depuis le mois de juin dernier, on a dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a Malawi-Éthiopie. Victoire du Malawi à domicile sur le score de 2-1. À l'extérieur, entre guillemets, contre la Guinée, on a une défaite du Malawi sur le score de 1-0. Ensuite, on a COSAFA Cup. Comme pour toutes les équipes, je ne sais pas s'il y a des éléments qui composent l'équipe première, mais on a défaite contre les Lesotho, match nul contre les Eswatini et victoire contre Maurice. Ensuite, on a le championnat d'Afrique des Nations où il se qualifie lors du premier tour parce que le Zimbabwe est en forfait. Mais ensuite, c'est le Mozambique qui se qualifie à la phase finale, là où le Malawi perd. Ensuite, on a amicaux internationaux 1-1 contre les Lesotho. On a aussi un partout contre le Bangladesh à l'extérieur. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une défaite à l'extérieur sur le score de 2-0 contre l'Égypte. À domicile, une défaite 4-0 contre l'Égypte. Ensuite, contre le Mozambique à l'extérieur, un partout dans le cadre d'un match amical. Ensuite, contre l'Éthiopie, match de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 0-0, match nul. Ensuite, on a COSAFA Cup, que des victoires en phase de groupe contre la Zambie, les Seychelles, les Comores. Mais ensuite, défaite dans la phase finale contre le Lesotho sur le score de
de 1 partout, mais c'est lors des tirs au but, et ensuite défaite contre l'Afrique du Sud au tir au but. Et de ce que je vois de la part de cette équipe du Malawi, honnêtement, contre les plus grosses équipes, les équipes un peu plus grosses du continent africain, il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur. C'est une équipe qui peut chipper des points, par exemple, aux équipes du chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5, chapeau 6, mais contre les équipes du chapeau 1, par exemple, comme l'Égypte, il n'y a aucun point chippé, et même à domicile, on constate que l'Égypte, ça a été trop fort pour eux. En plus, je me rappelle que c'était dans un contexte de Ramadan pour l'Égypte, dans un contexte pour l'Égypte de match à l'extérieur, il y avait quand même ce score de 4-0, donc même devant son propre public, contre des équipes du chapeau 1, malheureusement, il n'y a pas ces points qu'ils arrivent à chipper. Donc honnêtement, pour le Malawi, après, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que le Malawi changera. C'est une équipe qui était qualifiée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais qui n'est pas qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour le coup, ça reste quand même une équipe qui a pris 4-0 contre une des équipes type de l'Égypte. Raison pour laquelle je pense qu'il faudra quand même jouer avec son équipe type pour mettre le tarif, le plus gros tarif au Malawi, avoir la meilleure différence de but et ne pas perdre de points bêtement. Enfin bon, passons à l'avant-dernière équipe de ce groupe H, le Liberia, et depuis le mois de juin dernier, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est une défaite sur le score de 0-2 contre le Maroc. Ensuite, championnat d'Afrique des Nations, ils ne se sont pas qualifiés. Ensuite, on a matchs amicaux, on a match nul contre le Niger et défaite contre l'Égypte sur le score de 3-0. Et ensuite, on revient au mois de mars contre l'Afrique du Sud dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est 2-2 contre l'Afrique du Sud. Et enfin, à domicile, entre guillemets, c'est une défaite sur le score de 2-1 contre l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire que, mis à part le match de championnat d'Afrique des Nations, où même là, ils ne sont pas qualifiés, il n'y a aucune victoire de la part du Liberia sur les 12-13 derniers mois. Donc, comme je le dis tout le temps, après, c'est les équipes du chapeau 4, chapeau 5, chapeau 6. C'est pas forcément les meilleures équipes du continent, mais ça reste quand même des équipes à ne pas sous-estimer parce que je constate qu'il y a quand même, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, un match à l'extérieur contre l'Afrique du Sud où ils arrivent à chipper quand même un point, faire match nul contre l'Afrique du Sud. Donc, en plus de cela, avec le nombre de matchs qu'il y aura maintenant, et il y a quand même 5 autres concurrents, c'est pas des points à perdre bêtement. Donc pour les plus grosses équipes, notamment la Tunisie qui prétend à la première place de ce groupe-là, je pense que ça reste quand même une équipe contre qui il faudra se donner à fond et ne pas perdre de points bêtement. Mais sinon, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour le Liberia, malheureusement, forcément, je ne les vois pas forcément aller en Coupe du Monde et je les vois pas trop chipper de points non plus. Et enfin, la dernière équipe de ce groupe H, l'équipe du chapeau 6, Sao Tomé et Principe, et pour le coup, sur les 12 derniers mois, on n'a que des matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce que, comme je vous le dis tout le temps, il y a très peu d'équipes qui veulent jouer ces équipes du chapeau 6. Personne ne veut les jouer parce que pour juste motif, pour le coup, on n'en tire peut-être pas grand chose, on n'en tire pas grande leçon. On sait que, par exemple, pour une équipe du chapeau 1, on va juste mettre un tarif à l'équipe du chapeau 6 et on n'en tirera pas grand chose, on ne tirera pas de leçons, on n'apprendra rien de nos propres failles. Donc c'est pour ça que malheureusement ces équipes-là n'ont pas beaucoup de matchs à jouer. Mais comme je vous le dis, pour le coup, c'est eux qui sont en position de force pour le plus apprendre lors de ces qualifications parce qu'ils jouent des équipes du chapeau 1, du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4, du chapeau 5 et du chapeau 6. Et ces équipes-là qui parfois ne jouent même pas 10 matchs en l'espace de 5 ans auront l'occasion en l'espace de 2 ans de jouer 10 matchs et c'est tout bénéf pour eux, pour apprendre, pour ensuite en tirer des leçons, que ce soit dans le jeu ou même dans les infrastructures, en se déplaçant. Donc vraiment, ils ont les cartes entre leurs mains pour absolument tout apprendre. Et j'espère vraiment que toutes les équipes du chapeau 6 tireront les leçons de ces qualifications au prochain mondial. Et on revient sur le bilan, l'état de forme de Sao Tomé et Principe. On a donc depuis le mois de juin dernier défaite sur le score de 5-1 contre la Guinée-Bissau. Ensuite, il y a la défaite sévère contre le Nigeria sur le score de 10-0. On a ensuite un match nul contre la Sierra Leone 2-2. On a défaite contre la Sierra Leone ensuite sur le score de 2-0. Et ensuite défaite contre la Guinée-Bissau sur le score de 1-0 au mois de juin dernier. Il n'y a pas de victoire du tout. Il n'y a pas grand chose malheureusement à tirer, que ce soit à domicile ou à domicile entre guillemets, ou même à l'extérieur. Sao Tomé et Principe prend un peu cher, mais ils auront tout le temps d'apprendre, de progresser. Et le plus important, c'est de ne pas lâcher, même après avoir pris des tarifs.
Et enfin, pour terminer l'analyse, la dernière partie de cette vidéo, où vont jouer les équipes? Ça, malheureusement, je ne le sais pas pour toutes les équipes. Je sais que la Tunisie jouera en Tunisie, mais cela dépend d'une chose, c'est quelles sont les équipes qui ont un stade homologué, et ça, je le sais. Il y a 2 équipes dans ce groupe qui n'ont pas de stade homologué, la Namibie ainsi que Sao Tomé et Principe. Le reste des équipes ont un stade homologué. La Tunisie a un stade homologué, la Guinée équatoriale a un stade homologué, le Malawi a un stade homologué et le Libéria a un stade homologué. Ce qui veut dire que la Tunisie n'aura pas à jouer à Sao Tomé et Principe, n'aura pas non plus à jouer en Namibie, et ces matchs des équipes de la Namibie et de Sao Tomé et Principe, lorsqu'ils seront à domicile, ne seront plus entre guillemets à domicile, car le match sera délocalisé dans un autre pays où il y a un stade homologué. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la pression des supporters, ce qui veut dire aussi que tu ne seras pas le seul à voyager pour aller dans l'autre pays. Alors forcément, ça peut être un pays frontalier à Sao Tomé et Principe, auquel cas la Tunisie devra tout de même faire un long voyage par rapport à Sao Tomé et Principe, mais ce sera bien sûr pas pareil que si tu es dans le stade de l'équipe en question, devant leurs supporters, etc., etc. Et pour moi, ça fait toute la différence, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord et de me dire pourquoi, selon vous, peut-être, ça ne changerait pas si vous n'êtes pas du même avis. Et voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur l'analyse de ce groupe H. On a vu la présentation des équipes de ce groupe-là. On a aussi vu leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la forme de l'équipe sur les 12 derniers mois depuis le mois de juin 2022. Et enfin, quelles sont les équipes qui ont un stade homologué. À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire en me corrigeant si j'ai commis des erreurs, en m'apportant des informations complémentaires là où j'en ai pas forcément, là où j'ai minimisé par exemple une information, une donnée qui selon vous est importante, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.